Merci à tous. Merci d'abord aux trois orateurs. C'était pour moi très très stimulant, intéressant, optimiste, en même temps, je pense très très réaliste, très pragmatique, avec des grands projets dans le passé, mais dans l'avenir aussi. Donc, je suis vraiment ravie de cette session aussi. Alors voilà, pour la discussion générale, j'aimerais bien laisser aussi pas mal de temps pour des questions. Je pense qu'on a touché sur plusieurs sujets. Je pense que c'était très intéressant d'avoir ces représentations des trois grandes organisations européennes, hein, le ESA, l'EMBL, l'EMBO, donc tout ce qui est biologie, et puis aussi l'espace de l'Union européenne, de la science et de l'innovation. Et je pense qu'il y a évidemment beaucoup de points communs. Vous avez vu qu'il y a une, je dirais, collaboration, cohabitation entre ces organisations. Les financements se croisent, mais c'est surtout, il y a une structuration à l'échelle européenne que je pense doit rendre fière l'Europe. Moi, je trouve que c'est impressionnant tout ce qui a été mis en place. Et évidemment, il y a plusieurs exemples, mais l'instrument, l'ERC, je pense que tout le monde, enfin, mondialement, c'est quelque chose qui est jalousé. Donc, je suis très contente de voir Jean-Pierre qui est ici, mais je pense qu'on devrait être fiers de ça et du succès de ce projet qui soutient la recherche fondamentale. Et j'espère que ça va continuer en s'amplifiant dans l'avenir. Alors, je pense que, vu que le sujet du colloque, c'est l'Europe et comment on peut inventer l'Europe ou peut-être découvrir de quoi l'Europe peut être inventée, pour moi, il y a plusieurs mots qui ont été soulevés et dans le contexte de cette session. C'est clair qu'au niveau de la recherche, l'Europe a quand même une base historique, une profondeur très importante. Mais on a aussi vu qu'effectivement, on a pu faire sortir des grands talents qui étaient très mobiles, qui bougeaient. On a parlé de Humboldt, mais on parle de l'espace. Et finalement, il y a ce côté, je dirais, de l'Europe qui est là depuis toujours au niveau des sciences. C'est la collaboration, le mouvement, la dynamique, et puis ce qui a été appelé par Jean-Henri, que parfois on parle de fragmentation, mais en fait la diversité est très très importante. Ça fait partie comme pour la biodiversité, la diversité est très importante pour une science riche. Et pour moi, en tout cas, ce que je capte de ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais aussi ce que je vois autour de moi comme scientifique moi-même, c'est que l'Europe a quelque chose de très spécial au niveau de sa capacité de partager, de collaborer et de mettre en place finalement des structures. Elles ne sont jamais parfaites évidemment, mais des structures qui permettent de travailler ensemble, qui permettent de partager. Donc on a vu comment à partir d'une crise, les deux guerres mondiales du XXe siècle est sortie finalement cette unification des scientifiques en physique et la création du CERN. On a aussi vu comment, à partir de la crise que nous venons de traverser, cette pandémie, il y a aussi une capacité de mettre en place des outils pour partager, qui étaient très propres à l'Europe. La plateforme dont tu as parlé, Jean-Éric, pour partager les séquences, c'était quelque chose qui a été mis en place très efficacement, très rapidement, parce qu'il y a cette capacité, je trouve, qui est assez particulière, de vouloir travailler ensemble pour la bonne cause. Alors, pour moi, je l'ai dit dans l'introduction ce matin aussi, la science ouverte est très très importante et je pense que c'est quelque chose qui a été soulevé avec cette pandémie, mais qui était déjà en train de se créer au niveau de l'Europe et peut-être face à ce qui se passe dans d'autres parties du monde, notamment la Chine ou même les États-Unis. Donc je pense que ça, c'est un point peut-être que je voulais évoquer, qu'on pourrait discuter ensemble, à quel point l'Europe a cette particularité, ou est-ce que c'est juste une perception très
très européenne d'une européenne convaincue, ou est-ce que c'est une réalité que la science ouverte est quelque chose de particulier à l'Europe? Et je voulais aussi parler, peut-être évoquer la question et demander à chacun des intervenants de voir quelles sont les opportunités qui sont sorties des crises que nous traversons. Donc la pandémie, évidemment. Quelles sont les leçons que nous avons apprises, à part partager, etc. Mais finalement, face au défi de la production des vaccins, évidemment, certains des premiers vaccins ont été créés en Europe, et c'est grâce à tout ça que nous pourrions sortir de cette crise, mais il y a eu quand même, à un certain moment, une crise par rapport à la production de ces vaccins. Donc, quelles sont les leçons que nous avons appris de cette pandémie? Et puis, nous sommes maintenant à quelques jours de COP26, et le changement climatique est partout dans les infos. Nous avons entendu parler aujourd'hui à plusieurs reprises. Nous avons vu à travers les différentes présentations, que ce soit par l'espace qu'on peut voir la destruction qui est en train de se faire. Quand on regarde au niveau des écosystèmes et de la crise de biodiversité, on voit qu'il y a une réalité là qui est en train de se passer, qui est en partie liée au changement climatique, pas que, mais en tout cas liée très, très clairement à l'activité humaine. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de ça. Là, il y a peut-être une opportunité de changer de manière massive et globale. Et là, je pense qu'aussi l'Europe peut être un leader dans ces domaines. Donc voilà, moi, mes questions peut-être pour vous trois, c'est à partir de ces crises, que ce soit la pandémie ou le changement climatique et COP26 qui arrive, quelle est la place de l'Europe pour chercher les opportunités, et puis aussi quelles sont les leçons que nous devons apprendre très très vite pour mieux réagir. Donc peut-être je peux commencer avec Françoise. Voilà. Moi, j'aimerais répondre justement sur Sciences ouvertes. Je pense que les astronomes ont été les pionniers là-dedans. En fait, je n'ai parlé que de l'espace parce que c'était le sujet, mais je dois parler d'un organisme comme le CERN, qui a été fait en 1962, on va bientôt fêter les 60 ans, l'ESO, c'est-à-dire l'Observatoire européen austral. Juste après-guerre, les gens se sont dit, bon, dans tous les pays, on a un petit astronome, on a un petit télescope dans chaque pays, mais on a mis nos moyens en commun à l'époque pour avoir, dans l'hémisphère sud, puisqu'il faut observer dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, avoir un observatoire européen austral. Et donc, depuis 1962, on a de plus en plus de télescopes en commun européens. C'est des montants qui font plusieurs milliards d'euros à chaque fois, hein, donc c'est comparable au CERN. Ça fonctionne extrêmement bien, ce qui fait qu'au début, les Anglais n'étaient pas participants, mais ils ont rejoint tout à fait en pensant que les télescopes étaient bien meilleurs. Et en effet, nous avons maintenant en Europe des télescopes plus grands que ceux des Américains. Les Américains ont le Keck, par exemple, à Hawaï, qui ont été financés par un mécène, mais nous avons 4 fois le Keck. On a beaucoup plus que les Américains, donc on peut dire qu'au point de vue astronomie, on a été les pionniers. Alors non seulement avec cet institut était près du CERN, justement, près de Genève, et ensuite il s'est déplacé à Garching, près de Munich, mais c'est cette collaboration européenne qui a favorisé la science ouverte, puisque nous avons tous les résultats des télescopes sont en commun un an après. Donc chaque astronome propose de faire l'observation d'une partie du ciel, mais elle n'a la priorité sur ces données que pendant un an. Il faut se dépêcher de publier, et ensuite tout est ouvert. On appelle ça observatoire virtuel sur Internet, et n'importe qui n'a même pas payé le télescope peut prendre les résultats de ces observations et faire une publication. Donc par exemple, les Russes qui n'ont pas assez de télescopes ont fait des publications parfois parce qu'on n'avait pas le temps de les faire. Donc la science s'est ouverte depuis très très longtemps en astronomie. Toutes les publications sont ouvertes et même les résultats sont ouverts et disponibles, même si on ne les a pas exploités nous-mêmes. Merci beaucoup. Et juste en fait pour faire le lien avec Thomas, le projet de Tara Océan, c'était un peu la même chose. C'était un projet finalement déclenché par l'Europe mais qui est devenu mondial. Et toutes ces données qui ont été générées ont été mises à disposition grâce à l'EMBL, mais il y a maintenant des publications par des équipes partout dans le monde qui ont accès à ces données, et ce n'est pas forcément les chercheurs qui ont participé au départ.
Donc il y a quelque chose quand même assez spécial, je dirais, pour la nucléation de cette science ouverte en Europe. Thomas, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, sur Tara, je pense que c'est un peu aussi comme certains projets en physique, à Marseille, par exemple, où je travaille, une unité de recherche de physique, le CPPM, est associée à un des nœuds en fait, de calcul du CERN pour le LHC. Pour Tara Oceans, il y a une unité de recherche océanique au campus où je travaille, qui est associée directement à des données de métagénomique de l'EMBL. Donc en fait, ce qui est important, et peut-être pour compléter l'image que j'ai donnée de l'Europe, il y a cette une réalité géographique qui est l'EMBL avec les 6 sites au total, mais également en fait une multitude d'unités de recherche en Europe qui n'ont pas été mentionnées, mais qui sont de fait associées en fait au projet. Donc il y a un aspect de dissémination. Et je pense que c'est un phénomène qui devrait être amplifié au sens où je pense que sur les études des écosystèmes, c'est tellement vaste et tellement nouveau en un certain sens, dans sa phase moderne, qu'il faudrait sans doute penser une façon sans perdre en fait la force de frappe d'une structure qui est géographiquement bien définie, comme l'est le MBL Heidelberg que je connais bien, mais qui en fait s'appuie sur une possibilité de la rendre encore plus significative par les associations explicites avec les États membres. Ce serait une façon en fait de renforcer la force de l'Europe en s'appuyant encore dans les programmes locaux, et qui obligerait d'ailleurs les acteurs nationaux, en France, les CNRS et les universités par exemple, à ces actions européennes. Jean-Éric, je suis sûre que tu as des choses à dire sur comment mettre en place des réseaux d'action à l'échelle européenne. Non, oui, bien sûr. Je voulais répondre à ta question aussi sur la science ouverte, où je pense qu'en effet, les Européens sont certainement les plus ambitieux aujourd'hui sur la science ouverte. Ils l'ont été historiquement, vous l'avez très bien dit, Madame Combe. Je voulais peut-être juste aussi noter, vous l'avez dit aussi implicitement dans votre présentation, les données de Copernicus sont entièrement disponibles aussi. Alors avec évidemment parfois des questions sur l'usage de ces données par des entités commerciales, ce qui est une autre dimension, mais elles sont aussi par défaut ouvertes, et ce qui est effectivement l'enjeu à travers les disciplines, parce que certaines disciplines ont besoin d'investir davantage, c'est de rendre ces données non seulement disponibles, mais vraiment utilisables également. Donc il y a encore un très gros enjeu autour du European Science Cloud, donc le nuage européen scientifique sans doute, le European Science Cloud, autour du travail sur les données, et leur mise à disposition pour l'ensemble des scientifiques. Mais les Européens sont sans aucun doute en pointe là-dessus, comme ils le sont, si tu me permets, je vais aussi dire 2 mots sur le changement climatique et sur la COP26, puisque c'était le deuxième point sur lequel tu portais l'attention. L'Europe est le seul leader sur le changement climatique. Je ne sais pas si c'est connu ou si c'est discuté en France, mais il n'y a pas d'autre leader. C'est l'Europe et personne d'autre qui est vraiment mobilisé dans les acteurs, dans les sociétés, au niveau économique, mais surtout au niveau politique. L'Union européenne, pas la Commission uniquement, impulsée par la présidente von der Leyen, mais toutes les institutions européennes ont fait de la lutte contre le changement climatique l'alpha et l'oméga des politiques publiques en Europe. Il n'y en a pas d'autres. Alors ça ne signifie pas que c'est facile, ça ne signifie pas que les progrès sont ceux qu'on espérerait. Il faudra aller évidemment beaucoup plus vite, mais il n'y a personne d'autre que les Européens. Alors, les Américains, avec la nouvelle administration, aujourd'hui ont les mêmes ambitions chronologiques à l'horizon 2050, mais les Américains ne sont en aucun cas dans un cadre stratégique qui couvre l'ensemble des politiques des entreprises et des politiques publiques des États-Unis pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Évidemment, on représente 7% des émissions, donc on a besoin d'être pionnier, mais on a surtout besoin de convaincre bien au-delà de l'Union européenne, et c'est là aussi que la science ouverte et les connaissances qui sont développées par les chercheurs européens, dans presque tous les cas en liaison avec les politiques et avec la société, ont besoin d'être utilisées et rendues disponibles à d'autres régions du monde pour accélérer la prise de conscience et l'action publique. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça, le défi du changement climatique et comment il faut agir? Je pense que entre nous, scientifiques, nous sommes tous d'accord qu'il faut agir assez vite. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il faut des solutions. Et comment exactement l'Europe pourrait être leader, non seulement pour constater qu'il faut faire quelque chose, mais aussi pour faire quelque chose réellement?
dire qu'il y a quand même une sensibilité qui s'est affirmée parmi les scientifiques pour moins voyager. Alors évidemment, on a été facilité par le Covid, mais même avant le Covid, il y avait quand même une sensibilité pour faire des réunions en Zoom, même avant, pour ne pas voyager au Japon, en Australie, etc., parce que très souvent, les nouvelles manips demandent de se voir ensemble, et on a réduit énormément les voyages en avion, donc c'est une partie à notre moindre, modeste. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux que les scientifiques peuvent aider dans notre manière de voyager ou de vivre ou de faire la recherche aussi. Elle est très coûteuse, la recherche de point de vue carbone, mais aussi par la recherche que nous faisons ou l'innovation que nous avons. Et je pense que c'est là où il est attendu de nous de peut-être aller plus loin, d'essayer de voir, et le mot pluridisciplinaire ou interdisciplinaire est venu, et je pense que, en tout cas, en tant que biologiste, je vois à quel point il y a des possibilités de solutions pour détecter, comme par l'espace, on peut voir où les choses sont en train de se passer, que ce soit des méduses ou des blocs de glace qui vont tomber. Mais en tant que biologiste, nous espérons pouvoir apporter peut-être des solutions là où il y a des changements ou même des catastrophes imminentes. Et donc, je ne sais pas, Thomas, est-ce que toi, tu as réfléchi un petit peu à ce défi et comment les scientifiques devraient s'organiser pour mieux aborder ça? Oui, je partage le constat qu'effectivement l'Europe est la seule entité audible politiquement pour infléchir le cours des choses sur le réchauffement climatique. C'est vrai que je sens une communauté scientifique qui, moi, depuis 20 ans que je suis rentré en France, a énormément changé. Moi, j'attends en fait deux choses. La première, c'est qu'au niveau de l'Europe, il y ait une implication plus claire des chercheurs en termes d'explication, ou de dire finalement que c'est un phénomène scientifique et pas simplement un phénomène sociétal, de montrer que la science peut apporter des solutions. Parce qu'à certains égards, aujourd'hui, on pourrait croire en fait qu'il n'y a qu'un problème de décision politique, mais en fait, on sait bien qu'à certains égards, l'évolution des choses part d'une mobilisation des citoyens. Et d'ailleurs, ce sont eux qui font pression sur les gouvernements, parce que nous sommes dans des démocraties, et je m'interroge sur la possibilité de mettre les scientifiques dans la société de façon beaucoup plus forte à l'échelle de l'Europe, et de créer et de favoriser des initiatives par les instruments qui existent aujourd'hui pour créer véritablement une science dans la société qui accentue en fait la prise de conscience, explique par la pédagogie et par ce bras de levier en fait exerce une pression sur les décideurs, ceux-là même qui nous représentent et qui pourront financer, décider de l'évolution des choses. Donc c'est plus une attente. Je pense que les choses peuvent vraiment évoluer favorablement dans ce sens, et je pense que on en est qu'au début. Oui, Pierre. Oui, j'avais juste un bref commentaire. Je me joins à votre discussion pour juste ce point. Ce qui est important, c'est de tenir la position que la science ou les recherches scientifiques ne doivent pas être décrédibilisées par tous les discours collapsologiques et défaitistes et catastrophistes. Et le point sur lequel ces affaires-là se passent, c'est le conflit des expertises. L'expertise est le point où la recherche devient un outil politique ou un outil de décision. Et la position des sciences est évidemment exposée, puisqu'elle doit produire de la connaissance, mais elle doit aussi aider à la décision. Et dès qu'on entre dans le cercle des décisions, les experts de tous ordres commencent à pointer le bout de leur nez avec des bouts de connaissances ici et là, et à créer une dissension dans le monde de l'expertise. Et donc les discussions sur la pandémie, mais aussi la crise climatique, sont entrées en plein dans ce cercle-là, qui est un cercle complexe et tendu et très très controversé. Donc perdre confiance dans la recherche scientifique, ça serait dramatique, et c'est un des problèmes que nous avons à affronter maintenant dans tout ce qui est l'horizon long de la recherche, le risque, la prise de risque, la tolérance de l'erreur, etc., etc. Ce sont des dimensions qui ne se mettent pas aisément en débat public, alors que pourtant elles ont une incidence. Voilà, c'est un point auquel il faut être extrêmement sensible, je pense, de plus en plus maintenant.
Oui, Absolument. alors sur ce point-là, à mon avis, je pense qu'il est important de souligner, c'est que le legs principal de la science à la société ne sont pas simplement des connaissances, mais des méthodes pour évaluer les connaissances. Et je pense que c'est le point principal que les gens qui ne connaissent pas les sciences n'ont pas compris. On peut facilement opposer une connaissance à une autre, mais par contre, comprendre la méthode ou les méthodes scientifiques, qui ne sont pas infinies, en fait, qui permettent d'évaluer le degré de certitude, c'est la chose principale que nous avons à expliquer. Ce n'est pas grave que les scientifiques ne soient pas d'accord, c'est normal. Voilà. Et alors que les gens utilisent souvent cette chose-là pour décrédibiliser la science, alors qu'en fait, c'est tout à fait constitutif de sa démarche. On a cette illusion ou ce rêve d'une connaissance absolue apportée par la science, mais elle n'existe pas, c'est tout à fait clair. Hein. Ce que vous décriviez très bien a été évidemment particulièrement frappant et problématique à plusieurs moments de la gestion épidémiologique du Covid, c'est tout à fait clair. Mais j'aurais envie de dire que sur le changement climatique, on est effectivement encore dans une controverse dans certaines parties de la société, mais pour ce qui est du consensus scientifique exprimé, il n'y a plus d'ambiguïté. Il y a 10 ans, je n'aurais pas dit ça de manière aussi carrée peut-être, mais aujourd'hui, pour moi, il y a pas de, les connaissances, les mesures, enfin, tout se conjugue et tout est là. Et le rapport de Madame Masson-Delmotte est spectaculaire de ce point de vue-là. Il n'y a pas plus de questions à se poser. La trajectoire, elle est établie. Alors, les modèles mathématiques vont certainement s'affiner encore. Le prix Nobel accordé, enfin, de Parisis il y a quelques jours montre bien combien on a investi dans cette science-là. Donc il y aura certainement des inflexions de la connaissance sur la trajectoire, mais l'analyse de départ est aujourd'hui incontestable et largement consensuelle, je pense. Et c'est là que je pense aussi que les scientifiques ont un rôle à jouer. Alors je suis d'accord avec Thomas sur l'engagement dans le débat sociétal. Au niveau européen, et c'est une dimension qui est certainement importante, mais la science avec l'expérience, pour moi, c'est une thématique sur laquelle je ne vais pas rentrer maintenant parce que je serais trop long et trop importante pour moi, mais je vais rester sur le changement climatique pour dire que ce qui est, je pense, essentiel, c'est de continuer de développer la connaissance, y compris et la connaissance sur les articulations entre le changement climatique et la biodiversité, c'est ce que fait le MBL évidemment, parce qu'il y a des mesures qui sont évidemment efficaces pour le changement climatique, pas nécessairement acceptables pour la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Donc les trade-offs sont mal compris encore, et ce qui ralentit l'action publique ou des acteurs de terrain. Donc je pense qu'il y a un gros investissement à continuer de faire sur la connaissance, et à côté de ça, c'est évidemment sur la recherche qui mène vers des technologies qu'il faut investir, parce qu'on n'a pas les technologies pour arriver à la neutralité climatique. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les technologies pour aller vers les moins 55% objectifs affichés crédibles à l'horizon 2030, celles-là existent largement, mais pas pour arriver à 2050, avec évidemment le risque aussi de se bloquer dans des technologies à l'horizon 2030 qui après nous empêcheraient d'aller vers cette neutralité climatique. Et d'autre part, mais ça vous le savez tous, c'est que les technologies nous amèneront jusqu'à un certain point, mais la société doit se transformer fondamentalement par ailleurs. Donc les scientifiques et les chercheurs, et notamment des sciences humaines, ont à mon avis une responsabilité pour créer des plateformes d'innovation sociale et de débat dans la société pour permettre d'accompagner et d'accélérer surtout ces transformations. Tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'acteurs au niveau national dans le cadre des missions d'Horizon Europe sur le changement climatique. Je vais ouvrir la place pour des questions, mais je voulais quand même dire un mot qui n'a pas été encore prononcé. Je pensais, Jean-Henri, que tu allais le dire là, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt et d'action vers le citizen science. Comment faire participer finalement le citoyen dans la science pour justement augmenter la confiance dans la recherche et les chercheurs et permettre un dialogue qui... Il faut être honnête, le dialogue n'était pas vraiment suffisamment présent, et je pense que là, c'est une opportunité de dire, ben voilà, il faut trouver de nouveaux moyens d'agir, et peut-être il faut le faire avec le public. Voilà. On parlait de Tara Ocean comme initiative européenne. L'exemple que je vais donner est américain, mais finalement, je pense que l'exemple de Tara a influé cette personne. À Stanford, Manu Prakash a mis au point finalement une expérience parallèle de Tara Ocean sur les bateaux de tourisme. En fait, il a créé une petite machine qui contient de la microscopie de l'intelligence artificielle qui coûte $100, qu'un particulier peut acheter s'il est engagé dans la société, qu'il met dans son bateau, et les données
de l'eau sont constamment analysées par microfluidique, envoyées à un serveur central qui extrait et recense les espèces en même temps qu'elle enregistre les paramètres, salinité, température. Et donc finalement, c'est Tara en microscopique, mais comme c'est parallèle et en continu, ça permet en fait de multimériser en fait, l'expérience de Tara Ocean, et ça se fait maintenant. Et ça se fait dans le monde entier. Pour avoir parlé avec, avec le feu dentaire, tout à fait, mais c'est justement à l'instar de Tara, etc. Donc c'est pour dire que finalement il y a moyen d'engager les citoyens en prenant l'exemple d'une expérience européenne à l'origine. Je pense qu'il faut en effet faire participer le citoyen, et je pense qu'on a fait beaucoup d'expériences de ce type. Par exemple, on a fait le Galaxy Zoo, c'est-à-dire tous les citoyens, des millions de citoyens ont classifié des galaxies, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup trop pour les astronomes, il y a des milliards de galaxies, maintenant on ne peut plus les classifier une par une. Donc évidemment, on se sert de l'intelligence artificielle, mais les citoyens ont téléchargé chez eux toutes les galaxies. De même pour les météores aussi, et puis les coquillages, les ammonites, là, ils ont ramassé d'ammonites et les classifiés. Donc toutes ces sciences, je pense, faire participer le citoyen, c'est très important. Super. Il faut que j'intervienne. Non, je voulais rajouter un point qu'on a déjà discuté, hein, qui pour moi est déterminant, mais qui est incroyablement compliqué à mettre en place. Hein. Mais moi, je reste convaincu qu'une des raisons pour laquelle beaucoup de nos citoyens, peut-être certains d'entre vous dans cette salle, de manière parfaitement légitime et compréhensible, s'interrogent sur le progrès. Le principe de précaution est un principe essentiel pour la science européenne et l'action publique européenne. Mais l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de réticences, et c'est essentiel, c'est un problème absolument essentiel pour l'appropriation de ces technologies, hein, donc ce n'est pas uniquement un problème moral ou politique, hein, il est très pratique, c'est que les citoyens ne sont pas impliqués dans les choix scientifiques. Hein, les choix scientifiques sont ceux des scientifiques, des organismes de recherche ou de l'industrie. Parfois un peu les nôtres qui organisons la recherche, mais essentiellement les scientifiques. Et si on prend l'ingénierie génétique des plantes, hein, CRISPR-Cas en particulier, qui est regardée avec énormément d'inquiétude en France et dans d'autres États membres, si la discussion avec les scientifiques qui travaillent sur l'ingénierie des plantes était de créer la plante qui sera capable de résister au stress hydrique du changement climatique, et que c'est cette plante-là sur laquelle on concentrera la technologie, c'est une discussion entièrement différente de celle qui a pollué le débat, et je le comprends tout à fait, sur les OGM, où la plante a été créée pour utiliser certains pesticides. Donc c'est plus du tout la même discussion. Si le citoyen était associé à cette décision, si on était ensuite évidemment capable de montrer qu'il l'a été et capable de le montrer à grande échelle, et donc c'est quelque chose qui a besoin de se répéter régulièrement, hein, c'est pas une baguette magique, mais je pense qu'on doit vraiment réfléchir dans les institutions de recherche comment associer les citoyens aux choix scientifiques, pas uniquement leur raconter la science, les associer à la mise en œuvre de la science, ça c'est un moyen extrêmement puissant, c'est absolument certain, mais les associer aussi aux choix scientifiques, je pense qu'on avancera certainement, et dans le contexte du changement climatique, ce sera évidemment essentiel. Merci. Je pense qu'on va... Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'espère que ça a stimulé des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions ?